Espace TV, le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à Espace TV. Le 22h, c'est maintenant. Prestation de serment des nouveaux commissaires de la Commission électorale nationale indépendante devant la Cour constitutionnelle. Les 17 commissaires s'engagent ainsi à travailler de façon honnête en respectant la loi. Il y avait de l'électricité en l'air ce matin à l'usine Odav multi-industrielle du Breka. Les travailleurs de cette unité industrielle demandent l'amélioration de leurs conditions de travail. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis nous parlerons football dans l'Hexagone, l'un des moments marquants du week-end en Europe. C'est ce score fleuve dans la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Guingamp. Les Parisiens l'ont emporté sur le score de 9-0. Les nouveaux commissaires de la Commission électorale nationale indépendante ont prêté serment ce lundi à la Cour constitutionnelle. La cérémonie solennelle s'est déroulée en présence des membres de certaines institutions du pays ainsi que des proches. Les nouveaux commissaires s'engagent à travailler en respectant la loi. Mariam Fodé Camara, Amara Alexis là nous signe ce compte rendu. Les 17 nouveaux commissaires sont passés devant le président de la Cour constitutionnelle pour prêter serment conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi organique. Tous ont juré de remplir loyalement et librement leur mission. Je jure. Après la prestation, le président de la Cour constitutionnelle a attiré l'attention des nouveaux commissaires sur le travail qui les attend. Par ailleurs, il est évident que le statut du commissaire est incompatible à toute velléité visant à faire acte de candidature à une élection politique quelconque. C'est aussi l'occasion pour moi d'attirer votre attention sur les attentes légitimes du peuple de Guinée vis-à-vis de la Commission électorale nationale indépendante. Il attend, le peuple, de vous, le professionnalisme, la rigueur dans la conduite des échéances électorales. Les Guinéens également, surtout les acteurs politiques, les attendent sur plusieurs autres chantiers. L'un des commissaires en est conscient. Nous avons confiance en toi. Tu es venu à la CENI honorablement, travaille honorablement pour y sortir honorablement. Je prie Dieu qu'il m'assiste dans ce cadre. Nommé pour un mandat de 5 ans, tous les yeux sont désormais rivés sur ces commissaires, surtout pour l'élaboration d'un chronogramme pour les élections législatives et présidentielles. Et sans traîner les pas, la Commission électorale nationale indépendante a procédé à l'élection des membres de son bureau ce lundi au Palais du Peuple. Après la présentation de serment des commissaires, Maître Salifou Kébé, président sortant, a été reconduit à son poste pour un mandat de 5 ans. Malik Sengana Kamara, Tierno Sadouba. Maître Salifou Kébé reconduit à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. C'est à l'issue du vote des 17 commissaires de l'institution en sa faveur pour un mandat de 5 ans. Les défis sont énormes, certes, mais le nouveau président de la CENI compte les relever. Je m'engage ici solennellement à faire du respect des dispositions légales la boussole de notre gouvernance, car c'est seulement à ce prix que nous pouvons relever les nombreux défis qui nous attendent. Mais si le respect de la loi est le premier garant de la réussite et de la stabilité de notre institution, l'esprit d'équipe, le travail participatif et l'amélioration constante de nos relations avec les parties prenantes sont indispensables à la création d'un climat de confiance interne et externe à la CENI. Les postes de vice-président sont revenus à Bakary Mansaré du RPG Arc-en-Ciel et à Mamadou Banousso de l'IFDG. Séraphine Kondiano est élu quaesteur et Youssouf Leno rapporteur. Maître Salif Kébé invite l'ensemble des commissaires de son institution à mettre de côté les considérations politiques. Sachez, chers collègues, qu'une CENI, pour mener à bien sa mission, a besoin de commissaires et non de militants. Elle a besoin d'une équipe et non d'un groupe de représentants. Elle a besoin de femmes et d'hommes qui savent mettre leur expérience et leur savoir-faire ensemble pour atteindre un objectif.
Cette élection des membres du bureau de la CENI a été présidée par le ministre en charge des institutions nationales. Mohamed Lamine Fofana s'est réjoui du bon déroulement du processus. Les communes de Dixine et Matam seront bientôt dotées d'outils appropriés pour le traitement des eaux usées grâce à un projet du gouvernement guinéen et marocain. C'est un projet d'assainissement liquide qui est déjà à 70% de réalisation à Matam. Plus de 2500 familles vont ainsi être branchées. 100 autres vont bénéficier de latrines propres. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire et l'ambassadeur du Maroc en Guinée se sont rendus sur les lieux. Alcini Bari, Yacouba Traoré. Dans ce projet d'assainissement liquide d'une valeur de 13 millions de dollars, le gouvernement guinéen finance les 500 000. 2500 familles seront branchées sur ce réseau de 39 km. 100 autres vont bénéficier de latrines. À cela s'ajoutent 2 stations de pompage qui vont faciliter l'écoulement des eaux usées. L'objectif est d'assainir la capitale et permettre à la population de vivre dans les bonnes conditions d'hygiène. La première phase que nous visitons aujourd'hui, qui est la phase préliminaire, occupe 5 millions de dollars, se fait sur 5 millions de dollars. Cette phase préliminaire est déjà très avancée, vous l'avez vu. Vous avez écouté tout à l'heure la société qui nous parle de près de 70% de réalisation. Je crois que ça c'est extrêmement important. Il faut préciser aussi que la deuxième phase aussi est déjà adjugée au niveau du Maroc. Il y a eu un appel d'offres qui a été fait et le contrat est déjà adjugé. L'avantage c'est de faire en sorte que ces eaux usées qu'il y a dans ces différentes familles, qu'il y a dans ces différents quartiers qui aujourd'hui créent une vie d'insalubrité vont être pris en charge. 45 jeunes Guinéens travaillent avec des experts marocains dans le cadre de ce projet. Il devra s'étendre jusqu'en avril 2019. On est vraiment satisfait, n'est-ce pas, Monsieur le ministre, de l'exécution des travaux qui, d'après les experts, seront au plus tard finis en avril 2019, c'est-à-dire bien avant la saison des pluies. Et c'est une bonne chose donc pour la population et c'est une bonne chose pour la coopération qui a toujours été exemplaire entre nos deux pays. Une satisfaction pour les communautés de Matam, notamment les quartiers de Koléa Cité, Imprimerie, Centre, Madina et la commune de Dixine. Cependant, le maire de Matam a une doléance à faire. C'est d'élargir cela au niveau des autres quartiers. C'est un truc qui est au niveau d'un quartier ou de certains quartiers. Les gens peuvent se demander pourquoi eux n'en ont pas eu. Donc sur ce, je demanderai aux autorités d'élargir ça au niveau de tous les quartiers de Matam pour que Matam soit très bien assainie. Le ministre de la Ville rassure qu'au-delà de Dixine et Matam, Matoto et Ratoma devraient suivre. Le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique est passé ce lundi devant les hommes de médias. Il s'agit, mesdames et messieurs, du désormais traditionnel passage des membres du gouvernement devant la presse. Moustapha Mamidiabi a fait le bilan de son département durant les 8 dernières années et les réformes engagées. Idrissa Bari, Ibrahima Souri Kamara pour plus d'explications. Face à la presse, Moustapha Mamidiabi a commencé par dresser le constat du secteur des télécommunications qui s'imposait avant 2011. Parmi ces réalités, on peut citer le faible taux de pénétration des télécoms qui se chiffrait à moins de 40%. Et quant au pourcentage de couverture du territoire national des réseaux mobiles en 2011, il était de près de 15%. À cela s'ajoute un cadre légal et réglementaire décalé des réalités et non attractif. Nous étions dans un pays où il n'y avait presque pas d'infrastructure large bande. Nous étions dans un pays où la fixation des tarifs des différents services fournis par les opérateurs était fantaisiste. Nous étions dans un pays où le coût des produits et services de télécommunication, notamment Internet, était au-dessus des moyens des citoyens guinéens. Conscient de cette triste réalité, le chef de l'État, au lendemain de sa prestation de serment, a instruit le département de mettre en œuvre une stratégie et une politique de développement des télécommunications en Guinée. C'est en cela que plusieurs réformes ont été engagées pour restructurer ce secteur afin de s'assurer de la cohérence des interventions des différents acteurs publics, institutionnels et privés. L'accent a été surtout mis sur le développement des infrastructures et autres facilités dans le domaine de la téléphonie mobile. Vous verrez en termes d'investissement, les investissements publics se chiffrent à plus de 3
milliards de francs guinéens, alors que les investissements du secteur privé sont à près de 7 000 milliards. Cet investissement nous a permis de quitter d'un taux de pénétration de moins de 40%, c'est-à-dire moins de 3 millions à 12 millions d'abonnés aujourd'hui dans le secteur de la téléphonie mobile. Cela veut dire qu'il y a beaucoup plus de cartes SIM que de population en Guinée. Moustapha Mamidiaby précise que malgré tous les efforts du gouvernement, plusieurs défis restent à relever. Il s'agit notamment de la mise en œuvre des projets identifiés dans le Plan national de développement économique et social 2016-2020, de l'opérationnalisation du Backbone national, l'interconnexion de la Guinée à ses 6 pays limitrophes, la mise en place d'un second câble sous-marin et la mise en place du Conseil national de la protection des données à caractère personnel. Depuis quelques semaines, le ministre des Travaux publics est sur plusieurs fronts pour imprimer un coup de jouvence à nos routes vieillissantes et défoncées. À Conakry, par exemple, il a été procédé au marquage au sol à plusieurs endroits de la capitale pour encadrer la circulation. Mais il y a problème, beaucoup de conducteurs ne maîtrisent pas l'expression de ces lignes blanches ou négligent leur importance. Le reportage signé Mamadou Ba, Ibrahima Souri Kamara, Ibrahima Souma. Pour beaucoup, ce ne sont que des traits. Un simple dessin, juste pour embellir la voie. Pour le constater, c'est simple. Il suffit de mettre en marche la caméra et attendre. Sur cette voie la tannerie par exemple, certains conducteurs roulent sur la ligne discontinue. Tout comme à Yimbaya base militaire ou encore à l'aéroport. Pourtant, ce marquage au sol n'a rien à voir avec l'esthétique. Si les techniciens tiennent à les faire coûte que coûte, c'est pour une bonne raison. Quand les traits sont séparés, ils sont plus soudés, parce qu'on appelle une ligne discontinue. La ligne discontinue délimite, elle aussi, délimitation des voies. Elle permet de faire le chevauchement et le dépassement. La ligne continue, elle, est le contraire de la ligne discontinue. Elle annonce un virage, un pont, une intersection, un rond-point ou encore un carrefour. Cette ligne alerte sur un danger, sauf qu'à certains endroits dangereux, elle est absente, comme ici à Matoto Kondebouni, où cette ligne devrait bien être. Des fois, l'emplacement, la manière dont ils placent ces marquages de sol aussi fait défaut. Parce qu'on les place là où tu vas avoir une descente peut-être dangereuse, où la chaussée même elle est rétrécie comme la descente de Kisoso. Une ligne discontinue se présente. Ça veut dire que le chevauchement elle est possible alors que ce n'est pas possible là-bas. Sur ce marquage au sol, il n'y a pas que les techniciens ou les conducteurs qui manquent de professionnalisme. Il y a aussi certains piétons qui ne respectent pas du tout la règle. Ici à Yimbaya, on voit clairement des passants ignorer le passage piéton. Les ministères des Transports et des Travaux publics doivent peut-être faire des sensibilisations pour rendre utiles ces marquages au sol. Car ici, dans la circulation, chacun cherche à se tirer d'affaire, peu importe ce qui pourrait advenir. Le mouvement Rouge, Jaune, Vert, une plateforme de la société civile, a célébré ce week-end à Conakry l'an 1 de sa création. Ce mouvement citoyen se donne pour ambition de défendre les valeurs de la République et promouvoir l'unité nationale. Compte rendu, Mamadou Boy Diallo, Abakadine Kamara. Le mouvement Rouge, Jaune, Vert est une plateforme de la société civile qui a pour ambition de défendre les valeurs de la République et promouvoir l'unité nationale. En célébrant l'an 1 de sa création, les responsables de la structure, lancés le 20 janvier 2018, se félicitent de l'engouement que suscite le mouvement RJV auprès de l'opinion. Au cours de l'année sous revue, des actions ont été réalisées. Nous avons réussi à installer le mouvement Rouge Vert dans les 33 préfectures de la Guinée et les 5 communes de Conakry. Durant 2019, le mouvement compte réaliser des activités contenues dans son plan d'action en lien avec ses objectifs. 8 millions de Guinéens soient sensibilisés sur leurs devoirs citoyens. Le mouvement Rouge Vert à la tête va organiser des grands débats. Il s'agit des débats qui se passeront dans les 4 régions naturelles et à Conakry. Donc environ 5 grands débats. Le mouvement Rouge Jaune Vert ne prône pas la violence.
Il met l'accent sur la participation citoyenne pour l'émergence d'une Guinée unie et prospère. Comme annoncé dans les titres, les travailleurs de l'usine ODAV Multi-Industrie n'en peuvent plus. Ils exigent une amélioration de leurs conditions de travail dans l'immédiat. Ce lundi matin, ils étaient plus de 200 ouvriers à manifester leur mécontentement vis-à-vis de leurs employeurs. Les activités de cette unité industrielle située à Dubrika ont été paralysées toute la journée de ce lundi. Antoine Courmont et Elhaj Aliouba y étaient pour vous. Le 12 décembre 2018, une explosion a causé la mort de 3 ouvriers et d'une dizaine de blessés dans cette usine de fabrication de fer à béton, d'oxygène et de pointe. Plus d'un mois après, les travailleurs pensent qu'il est temps d'exiger de leurs employeurs une amélioration de leurs conditions de travail sur le site. Tout ce beau monde, il y a les pères de famille, il y a certains d'entre nous qui ont beaucoup de familles. Imaginez, à la fin de semaine, à 2 semaines, on le temps 35 000 par jour. Et puis c'est au pointage. Quelle que soit ta santé, si tu ne viens pas, on ne pointe pas. Il ne tient pas compte de notre santé. Le danger dans lequel on travaille ici, c'est très grave. Imaginez quelqu'un qui a arrêté auprès du feu, il travaille, il n'a pas de protection qu'il faut. Ils accusent les prestataires et le syndicat d'être à la base de cette situation. Les travailleurs n'ont pas de syndicats. Les syndicats qui sont là, c'est les syndicats qui ont été nommés. Donc on n'a pas voté pour eux, on veut un syndicat démocratiquement élu, issu des travailleurs eux-mêmes. Notre combat majeur ici dans l'usine, on veut arrêter la sous-traitance. Parce que tous les travailleurs qui sont là travaillent dans la sous-traitance. Et les contrats qu'on est en train de nous donner, c'est les faux contrats. L'inspectrice préfectorale du travail est consciente des problèmes à l'usine ODAV. Un mémorandum lui a été déposé dans ce sens. Cependant, elle s'est dit surprise de l'attitude des travailleurs. Après l'accident, une trêve de 40 jours devait être observée. Quand ils sont venus, j'ai dit, ce que vous demandez là, c'est vos droits, mais n'allez pas dans la rue. Travaillez, il ne faut pas débrayer. Il ne faut pas débrayer. Laissons-nous faire d'abord, jusqu'à notre limite. Si ça ne va pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce que le courrier que moi j'ai reçu, c'est pour dire que la négociation commence très bientôt. On m'a même précisé la date. Mon papier. C'est même précisé la date. C'est prévu même pour le 29, si les choses ne changent pas. Hein? Et les gens sont morts le 12. Il y en a qui ont été inhumés le 13 ou le 14. L'entretien a eu lieu, la révolte a eu lieu le 15. Ils ont eu l'entretien là. Donc les 40 jours ne sont pas tellement clôturés. Pourquoi ne pas patienter? Durant de longues heures, les travaux sont restés paralysés à l'usine ODAV Multi-Industrie. Les policiers déployés sur les lieux observaient avec beaucoup d'attention les ouvriers manifester pacifiquement. Dans le Fouta, certains citoyens avaient commencé à être dubitatifs, mais les travaux de bitumage et de réhabilitation des voiries urbaines de la préfecture de l'Abbé, récemment lancés par le président de la République, ont effectivement démarré ce lundi. C'est l'une des principales corniches qui a été choisie pour le démarrage des travaux exécutés par l'entreprise Gecopress. Le préfet de l'Abbé est au micro de notre correspondant régional, Sali Bilalisso. Monsieur le Président de la République a accordé à l'Abbé 15 km de bitume. Donc les travaux contractuels dont la durée sera de 20 mois démarrent aujourd'hui. Nous avons souhaité que cela démarre par cet endroit pour pouvoir dégager la corniche et que les véhicules puissent accéder au centre-ville sans encombrer l'ancienne corniche. Et donc, c'est maintenant que les travaux commencent. Donc, il n'y a aucune raison que les travaux s'arrêtent parce que l'entreprise adjudicataire du marché a reçu tout ce qu'il fallait pour le démarrage. Donc, nous remercions encore une fois le président de la République qui a eu cette initiative. Le contrat antérieur était de 25 km, 15 sont accordés maintenant, et l'Abbé bénéficiant de la fête tournante pour l'année 2020, mais je suis certain que les 10 autres kilomètres manquants seront rajoutés. Donc prions et remercions et
et accompagnons cette entreprise. Réunir tous les anciens étudiants de l'université de Kankan au sein d'une structure commune, c'est l'initiative d'une poignée d'anciens étudiants de toute promotion confondue de la dite université. L'idée vise à raffermir leurs liens, mais aussi harmoniser les efforts pour venir en aide à l'université de Kankan en termes de recherche et de formation. Ces anciens étudiants envisagent également de contribuer à l'employabilité et à la promotion de tous les anciens étudiants de Kankan. Le reportage est signé Djokoulba Abakadine Kamara. Ces anciens étudiants sont tous des produits de l'université de Kankan depuis l'Institut Polytechnique à l'université Julius Nyerere de Kankan. Ils sont pour la plupart devenus des hauts cadres de l'administration publique et privée. Au début, tous évoluaient au sein des associations des camarades de classe, de département ou de promotion. Mais avec une vision large, ils ont décidé de mettre en place une structure faîtière pour l'ensemble des sortants de l'université de Kankan. C'est à cet effet que ce bal de retrouvailles a été organisé. C'est d'abord créer un lien d'amitié et de fraternité entre tous les anciens étudiants de l'université de Kankan. Essayer aussi de faire la promotion de nos amis dans leur département, dans leur lieu de travail. Essayer de créer des projets de développement pour l'université de Kankan. Essayer de créer des coopérations entre l'université de Kankan et d'autres universités en Afrique et dans le reste du monde. À cette organisation, plusieurs anciens étudiants et amis ont pris part. Chacun de son côté a exprimé son adhésion et son soutien à l'initiative. Nous sommes allés à Kankan pour apprendre et nous avons appris. Mais 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après, qu'est-ce que nous devenons? Une telle organisation permet de garder les souvenirs, au-delà de simples souvenirs, de développer des relations et de continuer à montrer aux Guinéens et Guinéennes que vraiment la Guinée est une famille. Le ministre de la Jeunesse était de la partie pour apporter son soutien aux organisateurs du Dibal où était représentée l'actuelle administration de l'université de Kankan. Soyez rassurés qu'aujourd'hui, plus qu'hier, sous la clairvoyance du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, votre université reste et demeure résolument orientée vers le chemin de l'excellence et de la rigueur dans le domaine de la formation et de la recherche scientifique. De surcroît, elle s'est classée première lors de la dernière évaluation des institutions d'enseignement supérieur de notre pays. Avec le temps, nous souhaiterions voir votre amicale plus grande, plus vivace, plus généreuse et plus dynamique. Avant de se quitter, les anciens étudiants ont pris l'engagement d'œuvrer désormais ensemble par des actions concrètes, des projets et programmes en faveur de leur université et de ses étudiants. Lancement ce lundi de la première édition du concours Guinée Startup Challenge, une action citoyenne qui vise à venir au secours des jeunes entrepreneurs en les dotant d'outils nécessaires et de compétences afin d'aboutir à leur autonomisation. Mohamed Valectoré, Abakadine Kamara. Guinée Startup Challenge, une initiative de l'incubateur Ose ton emploi. Un concours organisé pour créer des liens entre le monde académique et les acteurs économiques en vue de faire émerger des projets d'entreprise chez les jeunes. On a été les premiers à les accompagner, donc aujourd'hui en fait on est dans la continuité de ce partenariat qu'ils ont signé avec nous. Alors ce partenariat consiste déjà à leur donner un appui institutionnel, ça veut dire que Ose ton emploi partout peut dire qu'ils sont en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Ça c'est d'un. De deux, à travers cela aussi, on peut les accompagner vers les partenaires techniques et financiers, ce que nous avons déjà fait. Et vous avez vu aujourd'hui qu'à ce lancement, il y a eu plusieurs partenaires techniques et financiers qui étaient présents parce que le ministère de la Jeunesse donc les a présentés à l'incubateur, l'incubateur Ose ton emploi. Ce concours qui est à sa première édition est organisé avec le soutien des partenaires techniques. L'idée est d'encourager la création d'entreprises. Nous, on a remarqué que 80% des chômeurs sont des jeunes. Et les jeunes trouvent difficilement le premier emploi, peut-être même après 5 ans. Et à la suite de cela, ils s'engagent dans une situation, dans l'immigration irrégulière.
et avec toutes les conséquences que nous connaissons. Donc partant de tout ce constat, nous on a réfléchi et imaginé le projet Guinée Startup Challenge qui permettra aux jeunes dans les institutions d'enseignement donc de découvrir l'entrepreneuriat pour la première fois. Pour cette première édition, 300 jeunes seront formés dans l'esprit d'entreprise et du business model. Scène macabre. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été retrouvé mort dans sa chambre dimanche dans la sous-préfecture de Manéa. Nabi Moussa Fofana souffrait d'une dépression mentale. Il sortait à peine d'un traitement à l'hôpital psychiatrique de Donka. Les explications sont signées Mohamed Damaro Kamara, Djibril Kamara. C'est aux environs de 7 h du matin que la sœur de Nabi Moussa Fofana l'a retrouvé pendu à ses rideaux dans sa chambre à coucher. C'est ma mère qui est allée d'abord frapper à sa porte pour le réveiller, puisqu'il a l'habitude de puiser de l'eau les matins pour le ménage. Je suis allée à mon tour tenter de le réveiller, il ne répondait toujours pas. Je suis passée vers la fenêtre avec une paire de ciseaux pour couper la corde qui retenait sa fenêtre. C'est là où j'ai aperçu mon frère pendu. Il était déjà mort. Nabi Moussa Fofana a 25 ans et était élève au lycée. Selon des témoignages, la disparition de son père, ses 2 échecs au baccalauréat, la précarité dans la famille et son addiction aux stupéfiants l'ont plongé dans une dépression mentale. Il a une fois eu la dépression mentale. On l'a envoyé à Donka. Il a passé au moins 2 semaines. Après avoir rétabli, il est revenu à Manéa encore. Donc de ce fait, il est resté sans suivre les cours. Son ambition, il voulait chanter, des trucs comme ça. Donc c'est aujourd'hui matin maintenant, ma soeur m'a appelé, soit disant que son fils s'est suicidé dans sa chambre. Dans sa chambre, les traces d'une activité paranormale sont visibles. La preuve que Nabi Moussa Fofana ne s'était pas remis de sa dépression. Et puis cette brève, l'insécurité prend une proportion assez inquiétante. Personne n'y échappe. Désormais, civils et corps habillés, chacun y passe. Un gendarme a été assassiné la nuit dernière au quartier Anta, dans la commune de Matoto. L'adjudant Alassane Solano, en image, aurait été abattu par des individus non identifiés aux environs de 5 h du matin. La victime était en service à l'escadron mobile numéro 2 de Amdalaï, dans la commune de Ratoma. Au recommandement de la gendarmerie nationale, aucune déclaration officielle pour l'heure. C'est un dossier sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et sans transition, le ministre de la Communication a présenté ses condoléances aux collègues et à la famille de notre regretté Kadiatou Mos Kamara. Pour rappel, Kadimos, comme on l'appelait affectueusement, est décédé le 12 janvier des suites de maladie. Ce lundi, Amara Somparé, accompagné de ses cadres, a fait le déplacement au groupe Adafo Média avant de se rendre dans la famille de la défunte. Abdraman Ba, Korea Bokoroma. Une semaine après le décès de Kadiatou Mos Kamara, voici le ministre de la Communication dans les locaux du groupe Adafo Média pour présenter ses condoléances à sa famille professionnelle. En ma qualité de ministre de l'Information et de la Communication, donc rien que cela m'oblige à venir vous témoigner mon soutien et ma compassion au moment où vous perdez l'une de vos je dirais pas meilleure journaliste, mais en tout cas l'une des plus brillantes qu'on a tous découvert à travers les antennes d'Espace FM, parce que j'ai cru comprendre qu'elle n'a connu aucun autre média. Elle a été formée ici. Pour cette marque de solidarité, le ministre Amara Somparé était accompagné de quelques membres de son département. Un geste que saluent les responsables du groupe Adafo Média. Cette démarche, dans ce double sens, nous touche énormément et nous tenons vraiment à vous remercier et à remercier vos délégations et remercier l'ensemble du gouvernement parce que nous avons eu un élan de solidarité extraordinaire. Nous avons eu des appels de beaucoup de personnes, beaucoup de ministres, beaucoup de hautes personnalités suite à ce décès. Cela nous a confortés dans l'idée que nous ne sommes pas seuls, que la presse guinéenne n'est pas seule, que le groupe Adafo Média n'est pas seul. Après cette marque de compassion,
L'homme à la tête du département de la communication s'est rendu chez la famille biologique de la défunte pour témoigner sa solidarité et lui adresser formellement ses condoléances. Une semaine après le décès de Kadjatomos Kamara, sa mémoire hante toujours les esprits. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a confirmé l'élection de Félix Tshisekedi, des résultats contestés par la société civile congolaise et le camp de Martin Fayoulou. La France et l'Union africaine ont réclamé en vain le recomptage des voix. Mamadou Kalisso a rencontré des éditorialistes qui se sont exprimés sur le sujet. Suivez. Les organisations de la société civile congolaise, notamment la CENCO, contestent les résultats proclamés par la CENI, confirmés par la Cour constitutionnelle. Toutes parlent d'un hold-up électoral et d'arrangement entre Kabila et Félix Tshisekedi. S'il y a bien un organisme qui était capable de réunir les résultats qui soient proches de la réalité, c'est bien la CENCO. À mon avis, c'est pas, les accusations d'arrangement, de deal ne sont pas nécessairement infondées. Vous savez, Kabila était dans une situation, on l'accuse d'avoir amassé une fortune colossale, et si il avait quitté le pouvoir sans s'aménager quand même une petite porte de sortie, peut-être que c'est la justice qui l'attendrait. Ces éditorialistes dénoncent tous l'ingérence de la France et de l'Union africaine dans les affaires intérieures d'un État souverain. Il faut regretter un peu cette immixtion dangereuse de la France dans le processus au Congo, mais également de l'Union africaine, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. On ne peut pas demander en Afrique des institutions fortes et qui sont en charge de l'organisation des élections comme la CENI ou la Cour constitutionnelle, et en même temps on les voue aux gémonies en les décrédibilisant. Absolument, il faudrait que l'Union africaine revoie sa copie, et parce qu'en matière électorale, il y a quand même des textes, il y a des traités, il y a des chartes, il y a des statuts. Il faut quand même qu'on s'impose quand même certaines lignes de conduite. Force doit rester à la loi. Oui, mais dans les relations internationales, c'est l'intérêt qui prime, dit-on souvent. Dans le cadre de la République démocratique du Congo, des pays voisins et certaines puissances occidentales cherchent à protéger leurs intérêts. C'est ce que croit Boubacar Sansoubari. Pour moi, la seule façon de l'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, à la tête de l'Union africaine, pour peut-être quelques jours, pour quelques semaines encore, c'est Paul Kagame. Et Paul Kagame a des intérêts particuliers en RDC. On lui impute une grosse part de la responsabilité dans dans les conflits, dans l'instabilité chronique qui caractérise la RDC. L'Afrique du Sud et le Kenya ont déjà félicité le nouveau président congolais. Amadou Tam Kamara se demande pourquoi la Guinée n'a pas fait autant. Nous regrettons que des pays importants aujourd'hui, qui ont la voix au chapitre en Afrique, comme la Guinée, n'aient pas encore reconnu cette victoire-là. Et ça, c'est une situation que je déplore. Félix Tshisekedi, soutenu par Joseph Kabila et Martin Fayoulou par la communauté internationale, c'est une alternance sans alternance. Autrement dit, c'est du blanc bonnet ou bonnet blanc, conclut Boubacar Sansoubari. Nous terminons cette édition d'information par un mot de football. L'un des moments marquants du week-end en Europe, c'est ce score incroyable et quasi historique, 9-0. Cela s'est produit à Paris. Le Paris Saint-Germain, intouchable leader du championnat français, a massacré Guingamp, dernier du classement. Notre correspondant Karim Baldé était sur place. Il nous raconte cette folle soirée au Parc des Princes. Dans ce choc des extrêmes, on a eu le droit à un score extrême. 9-0, vous avez bien entendu, 9-0 pour le Paris Saint-Germain face à l'en avant Guingamp. C'était la revanche du match de Coupe de la Ligue, perdu ici même par les Parisiens qui les avaient éliminés de la compétition en quart de finale la semaine dernière. Cette fois-ci, les hommes de Thomas Tuchel n'ont pas fait dans le détail, avec notamment deux triplés, celui d'Edinson Cavani et celui de Kylian Mbappé. Après la rencontre, on a eu l'opportunité de le rencontrer dans la zone d'interview. Écoutez-le, ainsi que Yenim Bakoto, côté Guingampais, qui est forcément très déçu et abattu après cette claque quasi historique reçue ici au Parc des Princes. C'était juste par rapport à nous, de faire un match complet,
avec plein de rythme, d'intensité, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, donc non, il n'y a pas de revanche. Voilà, on est dans ce qu'on doit être depuis un moment. C'est pas parce qu'on l'a pas fait par le passé qu'aujourd'hui c'est complètement différent. Voilà, on est dans un nouvel état d'esprit et je pense que c'est le bon. Et c'est dans celui-là qu'on doit rester. On a plus donné le match que Paris nous a enfoncé. Après, c'est vrai que dans le niveau, il n'y a rien à dire. Ils étaient au-dessus, mais voilà, on n'a pas le droit de perdre avec un score pareil. Scène rare au Parc des Princes, les spectateurs ont même fait la hola en fin de rencontre. Il faut dire qu'ils pouvaient se le permettre. Après ce score quasi historique, record égalé du match face à 3, c'était le match du titre du Paris Saint-Germain il y a maintenant quelques saisons de cela. Ici Karim Baldé avec Louis Decroix pour Espace TV à Paris. C'est donc cet élément de Karim Baldé qui met fin à cette édition d'information grâce pour vous. Abouakadine Kamara était présent. À la régie Mafata Sano, Lamine Sidibé, le tout sous la supervision technique dans les câbles de Francis Collier. L'info, ne l'oubliez pas, c'est aussi sur espace-tv-guinée.info. Passez une agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.